Un oscilloscope, analyseur spectral, analyseur logique et générateur de fonctions dans une seule boîte pour 108 $. Trop beau pour être vrai? On va vérifier cela en long et en large. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire des mesures en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Ça fait longtemps que je désire faire un banc d'essai sur un oscilloscope bon marché, car il y en a beaucoup de modèles disponibles et à pas cher en plus. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous reluquez ce genre d'appareil. C'est en flânant sur Banggood que j'ai décelé cet oscilloscope Instrustar, le ISDS 205X. Instrustar est une nouvelle marque pour moi. La famille 205 offre un simple oscilloscope de 20 MHz de bande passante pour aussi peu que 67 $ américains. Donc c'est vraiment pas cher. C'est une famille d'entrée de gamme. Il faudra donc prendre cela en considération dans notre jugement final, bien sûr. Il y en a différentes versions du 205 qui contiennent différentes combinaisons de caractéristiques. Je vous fournis les liens de ces items dans la description de cette vidéo. Le 205X est le plus complet de la gamme. Il contient, en plus de la fonction d'oscilloscope et analyseur spectral FFT, un analyseur logique de 16 bits et un générateur de fonctions DDS de 8 bits. À 108 $, ça me semblait bien raisonnable comme prix. Donc j'ai pris ma chance et je l'ai commandé. Vous le savez, car je vous l'ai déjà mentionné à quelques reprises, je préfère l'utilisation d'un oscilloscope autonome, une bonne grosse boîte avec un affichage et des boutons, plutôt qu'un oscilloscope PC comme celui-ci. Bien, voyons si cet oscilloscope Instrustar contribuera à me faire changer d'opinion. Cette vidéo est assez longue, elle dépasse largement les 30 minutes. La raison est simple. Plus je découvrais l'appareil et plus je trouvais des bugs et des irritants. Et oui, malheureusement. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin avant de vous faire une idée complète. OK, débutons par un regard sur les caractéristiques. Alors, comme mentionné précédemment, le 205X a toutes les caractéristiques de la famille. Okay? Alors, si on commence avec l'oscilloscope, qui est la fonction principale, bien sûr, c'est un 2 voix classique à 8 bits de résolution. La tension admissible assez bonne, donc sur les BNC, c'est de moins 6 volts à plus 6 volts. Évidemment, ça, c'est si on est branché direct ou si on est en mode de sonde x1. En x10, bien évidemment, on passe de moins 60 à plus 60. Donc, soyez conscient de ces limites-là. Au niveau du déclenchement, il y a 3 modes possibles. Le mode automatique, où l'oscilloscope recherche lui-même le déclenchement. La plupart des oscilloscopes ont ces 3 modes-là, évidemment. Il y a le mode normal et il y a le mode single et non pas signal, donc simple, un seul déclenchement, autrement dit. Et le niveau de déclenchement est ajustable, bien sûr, et on peut sourcer le déclenchement soit de la voie 1 ou de la voie 2. Il y a quelque chose qui doit être bien compris et ce n'est malheureusement pas très clair, sauf sur leur site web quand on regarde les caractéristiques. Ce n'est pas dans le manuel et ce n'est pas sur les annonces, par exemple sur Banggood. On nous dit que le déclenchement de l'oscilloscope se fait par logiciel. Alors que le déclenchement matériel n'est disponible que sur les familles plus dispendieuses, plus onéreuses. Donc la famille 205 n'a pas le déclenchement matériel, elle n'a que du déclenchement logiciel, et la note le dit clairement ici, et elle dit aussi que les formes d'ondes pourraient être perdues à cause que c'est du déclenchement logiciel. Alors c'est quelque chose à se rappeler, cela. On parle d'1 mégabyte, donc 1 mégaoctet par canal, par voie de tampon, de mémoire tampon. C'est quand même pas mal de points, ça, quand on pense à 1 million de points, là, quand même. La bande passante est de 20 MHz maximale et le taux d'échantillonnage maximum est de 48 mégas échantillons par seconde. Okay? Bon, ensuite, au niveau de l'affichage, on sait que c'est un oscilloscope qui fait habituellement les modes traditionnels et qui fait aussi le mode XY, donc il peut afficher la voie 1 en horizontal et la voie 2 en verticale. Okay? Ça peut être intéressant pour faire des figures de lissajou. Bon, du côté de l'analyseur spectral, on ne se surprendra pas que la bande passante est de 20 MHz et que c'est un algorithme FFT
pour faire la conversion de temporel à domaine fréquentiel. Et bon, il y a des mesures possibles de rapport signal-bruit, taux de distorsion harmonique, et ainsi de suite, là, qui peuvent être faites avec l'appareil. Ça, c'est très intéressant, évidemment. On a un enregistreur de données, je vous passe les détails, c'est essentiellement les caractéristiques de l'oscilloscope, mais en plus, on peut enregistrer très, très longtemps les données. Évidemment, c'est stocké sur disque dur. Et on a notre analyseur logique qui fonctionne en deux modes, soit le mode 8 voix, donc qui peut échantillonner de 250 kg échantillon à 24 méga échantillon. Et en mode 16, bien, ça baisse à 16 méga échantillons par seconde. Ça baisse un peu le rythme en mode de 16 voix. Et on peut sauver beaucoup de données, évidemment. Il y a un autre mode alternatif pour l'analyseur logique, c'est le mode Sailé. Et là, ça ajoute le déclenchement sur une des 16 voix et toutes sortes de décodages de différents protocoles, série, 2C, SPI, et ainsi de suite, là, qui sont intégrés dans le logiciel. Alors ça, c'est bien aussi. Et finalement, il y a le générateur DDS qui, lui, peut fournir les différentes formes d'ondes habituelles avec une amplitude plus grande que 9 volts crête à crête, mais lorsqu'il n'y a pas de charge. Si vous mettez une charge, par exemple 50 ohms, ça tombe assez significativement l'amplitude maximale. Et notez que l'impédance de sortie est 200 ohms, non pas 50 ohms. Donc, il faut prendre ça en ligne de compte. Et bon, évidemment, on dit qu'on peut fournir une fréquence sur une onde sinusoïdale allant jusqu'à 20 MHz. Et les autres formes d'ondes, bien, ça se limite à 2 MHz. OK, et il y a un mode de balayage qu'on va voir un petit peu plus tard aussi. Alors, voici comment ça a été reçu par la poste. Évidemment, il y a toujours le sac de plastique blanc et le rembourrage blanc un peu à l'intérieur. C'est très sommaire comme emballage, mais la boîte m'est arrivée en bon état. Alors, on va regarder. Alors, on a ce qui nous tombe sous les yeux. Évidemment, les pinces qui nous permettent de connecter notre analyseur logique dans le circuit qu'on veut analyser. Donc, ce sont des pinces de type grabber qui permettent d'attraper, si vous voulez, les broches, par exemple, sur les circuits intégrés de type DIP. Là. Ça c'est bien pour ça. On a un câble ici qui, à une extrémité, se connecte sur l'oscilloscope analyseur logique et l'autre extrémité, ben, on connecte les pinces justement, comme ça. OK? Mais un peu rigide à mon goût, personnellement, là, pour des petites pinces qu'on connecte dans un circuit, là, mais quand même, ça va faire le travail. Bon, ici, on a sur un câble BNC des pinces alligator. C'est pour brancher le générateur de fonction. C'est pour ça qu'ils nous fournissent ce câble. Ça peut évidemment servir aussi un petit peu sur l'oscilloscope à basse fréquence. Câble USB. Bon, un classique. Mauve. Wouhou! OK. Les sondes. Alors, c'est deux sondes avec tous les petits accessoires et les spécifications dans l'emballage. Alors, première impression, oui, une bonne qualité. Il semble bien monté. Absolument. C'est bon. C'est bon, les pinces sont bonnes. Le câble, le fil est mou. Donc, c'est intéressant. On peut enlever, bien sûr, le grabber, n'est-ce pas? Ah! Voilà. Première fois, ça a été difficile. Alors oui, on peut enlever le petit crochet au bout pour aller sonder directement. OK. Oh ouais, OK. Peut-être les premières fois, c'est un peu difficile. C'est un petit peu plus facile par la suite. OK, alors c'est pas juste par friction. Il semble y avoir une encoche qui fait tenir l'embout. Et on a un commutateur, évidemment, de diviseur par 1, donc gain unitaire, et diviseur par 10. Donc, x1, x10. Ça, c'est intéressant d'avoir le choix. Évidemment, x1, vous n'irez pas loin en fréquence avec ça. Normalement, on fonctionne en x10. D'accord? Et on a l'autre bout, BNC, avec... avec une sonde de 60 MHz. Donc ça, c'est correct. Étant donné que l'oscilloscope a une bande passante de 20 MHz, on ne sera pas limité par la sonde.
Et il y a évidemment une vis de compensation. OK, ça c'est réglé dans les petits accessoires qui viennent avec les sondes. Et bien, on a d'autres couleurs si ça nous intéresse. OK, bon, alors, il reste maintenant l'unité principale, l'oscilloscope lui-même. Bon, alors emballé séparément, parfait. On se débarrasse du sac, fournit le CD, un petit carton qui nous indique la qualité, j'imagine inspection de qualité. Bof, oh, ah oui, quand même. Est-ce qu'il y a une date? Oui, il y a une date. 2016, 08, 15, je sais bien lire. OK, et on a le petit CD, comme d'habitude, c'est un mini CD avec aucune indication dessus. Ça, c'est le logiciel. On verra si je vais plutôt chercher la version sur le site web. Et finalement, l'oscilloscope lui-même. Alors, c'est un boîtier en métal, c'est en aluminium même, avec les deux extrémités en caoutchouc, donc ça repose sans glisser sur la table, ça c'est bon. Et on a, évidemment, on va commencer par le bout des voies, là. On a nos deux voies et on a la sortie générateur de fonction. D'accord? Alors, on nous dit ici sur les deux voies, maximum de 30 volts pour l'offset. Donc, CC, en courant continu, on ne doit pas appliquer une tension plus élevée que 30 volts. C'est ce qu'on nous dit ici. Bon, et on a notre sortie d'étalonnage et une mise à la masse. L'étalonnage, c'est pour la compensation, là. Et on a aussi, bon, comme je l'ai mentionné, la sortie du générateur de fonction. À l'autre bout, comme c'est le modèle 205X, on a nos entrées ici pour notre analyseur logique. C'est ici qu'on va connecter nos sondes pour l'analyseur logique, les pinces. On a le port USB et on a ici un commutateur qui nous permet de choisir quel type d'analyse logique on veut faire. Il y a la Saylay logique et j'imagine Logic qui est donc le mode régulier. Alors il va falloir qu'on investigue un petit peu plus ça. Et on a évidemment une DEL d'alimentation ici. D'accord? OK, alors on a fait le tour rapidement de l'appareil. Maintenant, ben, on va l'essayer. Hein? Alors, je vais utiliser l'environnement Windows 7 32 bits pour faire l'installation aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé sur le site web instrustar.com et bon, on choisit la version anglaise, bien sûr, parce que par défaut, on arrive en chinois. Et j'ai voulu voir que la version du logiciel pour notre oscilloscope ISDS 205 était plus récente sur le site web ou non, par rapport à ce qu'il y avait sur le CD. Et comme on regarde ici, la version offerte date de 2016 novembre. Comme je sais que la boîte m'a été fabriquée en juillet ou peu importe, durant l'été 2016. Donc c'est clair que la version incluse n'est pas la plus à jour. Donc il y a eu une mise à jour et bien, on va la télécharger. Alors, une fois le fichier zip téléchargé, bon, on suit les instructions dans le fichier Software and Driver Installation et essentiellement, on nous dit de rouler le fichier English Version avant de connecter l'appareil USB. Donc, on ne connecte pas tout de suite l'oscilloscope. On exécute le programme pour faire l'installation d'abord. Alors, l'installation a été facile. Maintenant, on va connecter notre instrument et voir s'il est reconnu. Alors, voici comment je suis connecté. J'ai mon ordi portable ici qui roule Windows 7. Et j'ai l'oscilloscope Instrustar que je viens tout juste de connecter sur l'ordi. Et j'ai connecté aussi les deux sondes sur les deux voies et je les ai attachées à la petite loupe ici qui permet de faire l'étalonnage des sondes, ce que je vais faire lorsque le logiciel va rouler. Alors, on part le programme pour voir si on peut voir l'oscilloscope. Alors, lorsqu'on démarre l'application, le programme Multi-Veer Analyzer, bien, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut partir au départ. Alors, on va partir le mode oscilloscope simple. Et on obtient cette barre ici qui nous permet justement d'appeler les différents outils qu'on va regarder durant la vidéo, là. Alors, on est sur l'oscilloscope ici simple. Et c'est ce qu'on a. D'ailleurs, si j'allume la voie 1, eh bien, j'ai une onde et je peux allumer la voie 2, j'en ai une autre. Alors, la compensation de la voie 2 semble bonne, mais la voie 1 peut-être un peu arrondie. On va voir si on peut ajuster la voie 1 pour la rendre un petit peu plus carrée sur le coin, avec évidemment le petit tournevis qui est fourni dans l'ensemble d'accessoires pour la sonde, les sondes. Bon, alors c'est pas mal ça. C'est pas très critique de toute façon.
C'est pour la compensation à basse fréquence. Donc voilà, on a nos deux voies, comme vous voyez. On a des contrôles qui sont classiques, comme sur un oscilloscope, où on peut changer l'amplitude tout simplement, sans problème, comme cela. On peut aussi changer la base de temps, bien sûr, et aller un petit peu plus près sur la forme de l'onde. On peut en voir plus ou moins. On peut déplacer, comme vous avez vu rapidement, l'échelle verticale. Donc, on peut la déplacer pour les deux voies. On peut évidemment déplacer l'échelle horizontale ici. Alors, on voit que c'est la fenêtre. Ce qui est enfoncé, c'est évidemment la fenêtre de ce qui est vu présentement. Et ce que vous voyez de gauche à droite ici, c'est la forme d'onde qui est échantillonnée sur beaucoup plus large que ce que l'écran nous montre. Okay? Alors ça, donc vous voyez, c'est assez simple comme fonctionnement. On peut évidemment choisir un échantillonnage plus ou moins rapide. C'est notre choix ici pour avoir de plus ou moins de points sur notre échantillonnage, d'accord? Alors, plus on va haut en échantillonnage, plus on a une densité de points élevée et plus, bien sûr, l'interface va ralentir. C'est attendu puisqu'il y a beaucoup de points à saisir pour chaque balayage, si vous voulez, de l'oscilloscope. Okay? Alors, mais on voit quand même beaucoup plus de précision. Si on avait un petit événement très, très mince, ben, on aurait une meilleure vision avec un échantillonnage plus élevé. Alors, je vais enlever le mode ici, fixe, et je vais laisser le soin à l'oscilloscope de choisir la vitesse d'échantillonnage. D'accord? OK, alors, on a vu maintenant le fonctionnement de base de l'oscilloscope. Bien sûr, on peut changer le mode de déclenchement, comme par exemple le mode single. Bien, c'est le mode où on prend seulement un échantillonnage et ben, ça demeure à l'écran. Et donc, si on veut capturer un événement qui est très ponctuel, mais qui n'arrive qu'une seule fois, bien, on va se mettre évidemment en mode single. Bon, même chose ici, on peut choisir de quelle voie, la voie 1 ou la voie 2, on va déclencher. Et on va choisir le style de front montant ou front descendant, le style de déclenchement. D'accord? Donc, sur un front montant. Et le point du déclenchement, il est ici. Alors, j'avais le canal, la voie 1, évidemment, le canal 1. Si je dis canal, n'écoutez-vous pas, ne vous inquiétez pas, en anglais on dit channel, donc c'est pour ça que je dis canal, là, mais on parle de voix bien sûr. Alors c'est le point de déclenchement sur le front montant, c'est ici que l'oscilloscope a déclenché, et évidemment il échantillonne avant et il échantillonne après, d'accord? OK, alors ça ne donne rien ici de faire le parcours de tous les ajustements, il y en a beaucoup trop, on peut bien sûr ajuster manuellement le point de déclenchement, et il y a une question de sensibilité ici qui peut être ajustée. Alors, c'est des choses à essayer avec l'usager. Et bien sûr, on a l'affichage dans le bas des valeurs de base, donc fréquence, tension. On voit que dans les deux cas, c'est une onde qui est d'environ 2 volts, crête à crête. D'accord? Et bon, l'amplitude, et ça nous fournit aussi le point inférieur, le point supérieur. Donc, on a parcouru le mode standard. Ça semble être correct. Il y a un léger décalage. Il faudra voir si c'est un ajustement à faire sur l'oscilloscope ou bien c'est bel et bien le cas que la forme d'onde n'est pas tout à fait partante à 0. Alors en effet, il y a un décalage ici entre le 0 et la forme de l'onde, bien que j'ai connecté à la masse les deux sondes. Bien, ce décalage-là peut facilement se corriger si on vient ici. On a une section de calibration où on peut carrément entrer une valeur et ramener les deux lignes sur leur 0. Alors, ça c'est réglé. Bon, un petit fait à noter, l'échelle la plus petite, la plus faible, est de 100 mV par division, en mode x10 bien sûr, et de 10 mV par division, donc lorsqu'on est en x1. Alors, 10 mV par division, ce n'est pas très sensible si on compare ça à un oscilloscope de bien meilleure qualité, mais ça fera le travail pour la plupart des activités qu'on fait. C'est acceptable compte tenu du coût de l'appareil, bien sûr. Il y a bien sûr les curseurs qui sont disponibles. On peut par exemple dire, bon bien, allons sur des curseurs de temps, tiens, pourquoi pas. Eh bien, on aura nos curseurs de temps comme ça.
Et là, on peut évidemment déplacer nos curseurs et faire des mesures avec évidemment mesure absolue et mesure relative entre les deux curseurs. Alors ça, c'est très bien. On peut utiliser le mode vertical aussi. Alors ça, les curseurs, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. On peut aussi ajouter des mesures additionnelles. Il y a toute une série de mesures qui peuvent être mises. Comme par exemple, on peut choisir n'importe quelle de ces valeurs, phase, période. Oui, phase, assez intéressant. Il y a moyen de mesurer la phase entre les deux voies. Et cycle de service, largeur des impulsions, et ainsi de suite, maximum, minimum, moyen, RMS. Alors ça, c'est complet au niveau des mesures. C'est très bien, il n'y a pas rien à dire. Maintenant, si on va voir du côté de l'analyseur spectral, bien, si j'allume une analyse spectrale pour la voie 1, bien, on va voir exactement ce à quoi on s'attendait. Alors, avec un peu de travail au niveau du menu ici, on peut arriver à afficher facilement le spectre d'un signal. Alors ça, c'est notre signal de 1 kHz fourni par l'oscilloscope pour fin de compensation. Alors, bien sûr, on aura un signal à 1 kHz, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et ainsi de suite. On est évidemment ici à 5 kHz par division et on peut ajuster les curseurs pour faire des mesures. Je n'ai pas tout essayé, là, il y a toutes sortes de modes de curseurs possibles. Mais donc, la fonction fonctionne bien. On peut afficher des dB watts, des milliwatts ou des dB volts. Alors évidemment, l'analyseur spectral, ce n'est pas l'outil parfait. Hein? Ça nous donne une bonne idée du contenu spectral avec les amplitudes relatives, là. Mais ça ne remplace pas un vrai analyseur spectral avec une entrée de 50 ohms. Là. On va s'entendre là-dessus. Mais quand même, c'est utile. Ça, il n'y a pas de doute. Si vous n'avez pas d'analyseur spectral, ben, vous pourrez faire une analyse spectrale entre 0 et 20 MHz dans ce cas-ci. Bon, alors ça couvre la partie oscilloscope. Il y a bien sûr l'outil plus compliqué qu'eux appellent l'oscilloscope professionnel. Alors le voici, cet oscilloscope professionnel. Donc on a la même chose, on a l'analyse spectrale et la forme d'onde. Et puis ici, ben, ce n'est pas des menus boutons, c'est plus, voyez-vous, des crochets comme ça. Par contre, c'est très très fonctionnel, les échelles peuvent être déplacées sans problème. Dans le temps, c'est la même chose. On peut glisser dans le temps notre forme. Donc, c'est peut-être plus, je vous dirais, plus complet. On se cherche moins lorsqu'on voit les différentes fonctions ici de disponibles. Ce sont des menus déroulants, comme ça, tout simplement, plutôt que les boutons. Moi, je vous avoue que les menus déroulants, j'aime plus que l'interface précédente. Mais ça, c'est vraiment là, un choix personnel, d'accord? Alors, pour changer les volts par division, ben, on peut le choisir ici tout simplement, comme vous voyez, là, comme ça, tout simplement. Alors, c'est fonctionnel, il n'y a aucun doute. C'est une interface qui est différente. On peut sauvegarder les formes d'onde. On peut appeler un filtre. Je crois qu'on peut mettre un filtre qu'on peut construire dans une autre application ici, ce que je n'ai pas essayé. On peut faire appel aux courbes qui ont été sauvegardées là, précédemment. Et bien évidemment, il y a toutes les fonctions bien sûr de curseur et tout le reste. C'est juste une façon différente, si vous voulez, d'interfacer avec l'oscilloscope. Alors pour ce qui est des pinces grabber, là, c'est pas génial. Je peux vous le dire, ce ne sont pas des pinces de bonne qualité, malheureusement. Peut-être qu'on devait s'attendre à cela compte tenu du coût. De l'appareil, mais regardez, elles se défont facilement. Je n'ai qu'à tirer, puis ça se défait. Ça, c'est vraiment pas bon. Vous pouvez en trouver des pas chers, qui vont probablement être meilleurs que celles-ci, sur eBay, en ligne ou ailleurs. Mais ça, non, ça ne va pas malheureusement. Les sondes d'oscilloscope sont de bonne qualité, mais les pinces pour l'analyseur logique, on repassera. Bon, alors une fois la frustration des pinces dissipée, j'ai décidé d'utiliser mon atténuateur variable que j'ai construit dans une vidéo précédente. Et pourquoi pas, il y a 8 signaux logiques qui changent d'état. Donc j'ai dit je vais utiliser ça, pourquoi pas. Alors je vais activer et saisir des formes d'onde de l'analyseur logique. Alors à ma grande surprise, l'interface est extrêmement simple et le type d'ajustement aussi.
il n'y a pas de déclenchement possible sur front montant, front descendant des différentes voies. Le logiciel capture du moment qu'on pèse et lorsque les échantillons sont terminés, c'est terminé. Alors, il faut que l'activité qu'on veut monitorer se trouve dans la fenêtre d'échantillonnage. Très décevant. En tout cas, je ne sais pas si c'est une limite du logiciel lui-même ou c'est une limite de l'analyseur logique. En tout cas, on va installer le fameux Sailey logiciel. Je vais essayer de voir si c'est mieux que celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on appuie ici et on fait des activités. Voilà, sur notre ligne. Et là, si on zoom out, bien, on voit les différentes pulsations. On peut évidemment mesurer les espaces. Ici, on nous donne les dimensions des différents espaces, les distances entre les points. On peut aussi utiliser le mode de sélection de zone. À ce moment-là, bien, on peut mesurer entre les pulsations de cette façon-ci. OK? Mais c'est tout. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas décoder des bus. En tout cas, il ne semble pas dans cette version fournie par Instrustar. Maintenant, si je télécharge le logiciel de Sailey, on va voir s'il y a plus de fonctionnalités. Mais par contre, avec le logiciel Sailey Logic, là, on peut mettre un déclenchement. Et ici, je déclenche une activité et voilà, bingo, il a déclenché ici au temps 0 secondes sur l'activité de cette ligne. Et ben, après ça, on peut vraiment passer plus de temps sur la forme d'onde, mettre des curseurs, faire des mesures, aucun problème. Tout fonctionne bien ici. C'est beaucoup mieux avec le logiciel Sailey Logic. Il y a toutes sortes de possibilités là, du côté du logiciel lui-même. Donc, c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'il faut débrancher l'appareil et passer le commutateur en mode Sailey Logic et ensuite reconnecter. Et bien sûr, il faut aller sur le site web de sailey.com pour aller chercher le logiciel Sailey Logic et en faire l'installation. Et j'ai aussi essayé de décoder le bus série à la sortie de mon atténuateur lorsque je change l'atténuation. Eh bien, il y a du data qui est envoyé sur un port série qui finit sur USB. Eh bien, on est capable de lire les bits qui passent, tout simplement. On les a ici. Le logiciel a décodé, à atténuation demandée, et ainsi de suite. 110 décibels. Donc, le décodeur de protocole fonctionne bien avec le logiciel Sailey. Alors, il y a le générateur DDS. Donc, c'est un générateur de fonctions, tout simplement. Ce n'est pas un générateur arbitraire, mais quand même, on peut générer des formes d'ondes différentes, variées. Alors, si je vais mettre, par exemple, une fréquence de 10 kHz, et si on l'allume, bien, on aura un sinusoïdal à la sortie, voilà. Notez par contre qu'il est un peu lent là, à l'affichage, mais c'est vraiment parce que je fais de l'enregistrement de la vidéo présentement. Okay? Le PC est ralenti par l'enregistrement vidéo. C'est plus rapide que ça normalement. Alors on peut changer la forme d'onde, on peut y aller avec une carrée, triangulaire, sinusoïdale, denticie. Bon, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. On a le contrôle de l'amplitude, de la forme d'onde, et on a aussi le contrôle du décalage en tension CC. Bon, donc on voit la limite à environ 2,5 volts et on peut pousser l'onde de l'autre côté, du côté de 2,5 volts aussi. Et on verra qu'il limite à environ 2,5 ou 2,3. Donc, c'est plus ou moins 2,4, 2,5. Et ça fait les ondes qu'on veut, supposément jusqu'à 2 MHz pour les ondes autres que sinusoïdales. L'enregistreur de données, lui, nous permet d'enregistrer sur une longue période des formes d'ondes et les sauvegarder. Alors présentement, il y a un enregistrement qui a lieu de ondes carrées et ça peut continuer à très long terme puisque vous pouvez dire la fréquence d'échantillonnage et combien d'échantillons vous voulez. Donc ça peut durer très longtemps. Et bon, là, comme ici présentement, j'échantillonne le signal de compensation, l'onde carrée, mais bon, on pourrait essayer ça avec n'importe quel signal. Et notez cependant que lorsque vous échantillonnez, vous ne pouvez pas utiliser l'application oscilloscope.
Si vous êtes dans l'application enregistreur de données, ben, vous avez ce qu'il faut pour contrôler l'oscilloscope ici, l'amplitude verticale, et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est une seule application ouverte à la fois. D'accord? Même chose pour l'analyseur logique. Si vous êtes dans l'analyseur logique, vous ne pouvez pas utiliser l'oscilloscope. Alors, l'autre mode ici, c'est le sweeper. Le sweeper, c'est un peu comme un analyseur de réseau vectoriel. Donc, vous utilisez la source, le DDS. Vous faites balayer la source en fréquence avec une amplitude constante. Et vous mesurez le signal d'entrée et vous mesurez le signal à la sortie avec les deux voies. Et vous êtes capable de voir la réponse en fréquence de votre plaquette ici, votre unité en test, peu importe ce que c'est, un amplificateur ou autre, en réponse en fréquence d'amplitude et de phase. Donc la phase est mesurée entre les deux voies ici. Alors c'est intéressant, je ne sais pas la qualité de ça par rapport à un analyseur vectoriel, et évidemment on est limité par la bande passante de l'oscilloscope, qui est de 20 MHz. Mais quand même, peut-être ça pourrait être intéressant d'expérimenter un peu avec cela. Bien sûr, c'est limité un peu, mais pourquoi pas? Alors, on obtient alors une courbe d'amplitude, donc de gain, et de phase en degrés. Donc, et on peut exporter ces données-là, bien sûr, pour en faire un traitement par la suite. Intéressant. Un petit détail qui est agaçant sur l'application oscilloscope, c'est vraiment un problème de logiciel. Lorsqu'on diminue l'échelle horizontale, donc lorsqu'on s'en va de plus en plus fin et qu'on s'en va de plus en plus loin dans les 100 nanosecondes, 10 000... Regardez, il y a un petit délai ici, il y a un petit écart. Okay? Cet écart-là va en augmentant. Il manque des segments ici. Il y a des points, mais ils ne sont pas illustrés. Si je vais en mode point, vous allez comprendre. Je vais stopper ici et je vais faire afficher seulement les points. Et là, vous voyez les points ici, et il manque les points suivants. Et plus on descend dans l'échelle, eh bien, plus il manque des points, et donc, il nous manque cette partie-ci de la courbe. Un peu agaçant. Donc, le déclenchement est ici. On nous dit qu'il est ici. Remarquez qu'il y a un délai. Hein? On nous dit aussi que le déclenchement est ici, mais en réalité, j'ai demandé de déclencher à 2,2 volts. Ça devrait être plutôt ici que le point de déclenchement est, mais ils nous le mettent ici. Bon, c'est pas la fin du monde, là. Mais regardez, il nous manque des segments ici dans l'affichage. Et ça n'a rien à voir avec le déplacement horizontal, voyez-vous. Il n'y a rien à faire pour les afficher. Alors, plus on va fin dans la base de temps très fine, et plus il nous manque des points à droite. Bon, un peu agaçant, franchement. Là. Alors, plus je joue avec l'oscilloscope, plus je m'aperçois que toutes sortes de petites choses bizarres qui se produisent. Regardez à l'écran, j'ai une onde carrée que j'envoie avec un cycle de service de 20%. Alors, on devrait avoir une belle onde. Mais malheureusement, quand je zoome in dessus, si je ressors, tout est beau, voyez-vous. Mais si je m'approche, hop, le logiciel se met à faire des foleries comme ça. Par contre, si je force la vitesse d'échantillonnage, par exemple ici dans ce cas-ci 8 méga échantillons, bien il ne le fera plus le problème. Regardez. Là je peux zoomer in, zoomer out et il ne fait plus ces sautillements-là. Alors c'est comme s'il était constamment en train de changer son mode d'échantillonnage lorsqu'on le met en mode automatique. Bon, alors l'autre chose aussi qui est un petit peu agaçante, c'est si j'envoie une simple impulsion, ce que je vais faire à l'instant. Donc, normalement, si j'envoie une impulsion, voilà, c'est fait, il ne s'est rien passé. Je vais en envoyer plusieurs. Pulse, et voilà, là, il l'a prise. Alors, j'envoie une suivante. Il ne l'a pas prise. Là, il l'a prise. Pas prise. Pas prise. Non. Non. Oui. Alors, voyez-vous, ça, c'est le problème de ces oscilloscopes, et celui-ci aussi, parce que c'est un oscilloscope d'entrée de gamme, c'est que le déclenchement est un déclenchement logiciel. Ce n'est pas un déclenchement matériel. Autrement dit, le déclenchement et la saisie de la forme le déclenchement se fait dans l'ordi. C'est le programme qui regarde les données passées et qui saisit la forme d'onde lorsqu'il voit une transition. Dans ce cas-ci, j'allais sur un front descendant. Lorsqu'il le voit, ben, il saisit puis nous le montre. Mais là, il ne voit pas toujours les pulsations lorsqu'il fait son analyse. Alors, regardez par contre, une autre chose qui est un peu agaçante. Je suis bien en mode normal,
je déclenche sur le canal 1 et je cherche le front descendant, fall edge, d'accord? Mais on me montre ici que je suis en auto, front montant, canal 1, oui, bien sûr, et on me dit que je devrais être à 0 millivolts, le point de déclenchement, ce qui est faux, il est à 2 volts, 2.051, ici à droite. Alors malheureusement, il y a un autre petit problème avec l'oscilloscope, c'est que brusquement, il perd sa capacité d'échantillonner. Comme par exemple, ici, j'ai un signal à 15,3 MHz. Et ça semble bien sa limite parce que si j'augmente à 15,4 MHz, bon là, je suis en mode de point, OK? Alors pour qu'on voit bien là, qu'est-ce qui se produit avec les échantillons. Si je passe la fréquence, je monte seulement de 100 kHz, de 15,3 à 15,4. Voilà, c'est fait. Il est parti. Alors si je recule et je zoome out. Là, on s'aperçoit là qu'on voit un certain patron. Là. On s'aperçoit que, puis on le voit très bien ici en haut, qu'il est confus par le signal qu'il reçoit. Il est incapable de synchroniser probablement sur le signal. Même si je déplace le point de déclenchement, il ne se passe strictement rien. Alors la seule façon d'y remédier, c'est de baisser en bas de 15,4. Donc si je retourne à 15,3 et nous voilà avec notre onde sinusoïdale d'origine. Alors, non, 15,3 MHz, pas plus vite. Alors, ce n'est pas 20 MHz, la bande passante. Alors, c'est peut-être 20 MHz, mais ce n'est pas utilisable jusqu'à 20. 15,3 et peut-être d'autres poussières, là, mais ça ne passe pas à 15,4. Très dommage. Cette vidéo-là va durer plus de 30 minutes. C'est pas mon habitude de dépasser 30 minutes, mais vous pensiez quand même pas que j'allais pas ouvrir pour regarder à l'intérieur. Ça fait partie de ma coutume d'analyser un peu ce qu'on voit à l'intérieur sur le circuit. Alors, c'est assez simple, comme vous voyez. Ça tourne autour de microcontrôleur qui est ici, un Cypress. Microcontrôleur avec support USB. Et d'un FPGA Max 2, la famille Max 2. Alors ça, on peut dire c'est le cœur de la machine. Par la suite, bien, on peut rapidement, pour pas trop s'attarder quand même, là, mais on a nos deux entrées, nos deux voies ici, avec compensation condensateur. Il y a un atténuateur, un ou deux étages d'atténuateur. Il y a la sélection de CA ou CC. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux relais. Et ensuite, bien, on s'en va avec deux étages d'amplification ici. Bon, voilà, on a deux étages d'amplification et on passe après ça à travers un multiplexeur analogique qui va sélectionner les différentes résistances ici pour changer les gains de volts par division. Là. Donc l'atténuateur en entrée plus 4 sélections ici, ce qui permet là, de couvrir toutes les gammes d'opérations. Et le multiplexeur analogique, bien sûr, envoie son signal par la suite au convertisseur analogique numérique, qui est un AD9288. C'est un convertisseur de 100 mégas échantillons par seconde maximum. Alors, ce convertisseur-là, c'est un convertisseur à deux entrées. Et lorsqu'on voit la fiche technique, ça dit justement que c'est parfait pour les oscilloscopes à bas coût. Alors, c'est un 8 bits, évidemment, on l'a mentionné. Alors, ça, c'est les deux voies d'entrée. Pour ce qui est de la sortie, bien, la sortie du générateur de fonction. Alors, c'est ici. On a notre Max 2, notre FPGA, qui produit la forme d'onde. Et c'est un convertisseur numérique à analogique fait d'une série de résistances R2R. Donc, une composition de résistance 100 ohms et 200 ohms. 100 ohms, 200 ohms, et ainsi de suite. Et en envoyant les 8 bits, parce que c'est une sortie 8 bits, avec différentes compositions numériques, bien, on se retrouve avec un signal qui est, disons, pseudo-analogique, qu'on va évidemment filtrer à travers un filtre pour rendre ça le plus beau possible. Et on va envoyer ça dans un ampli opérationnel de haute fréquence. Et c'est cet ampli-là qui pousse la sortie. Et il y a aussi la partie du circuit ici, entre autres, pour fournir une tension CC, donc le décalage à la sortie, entre autres. Là. Il y a quelques amplis opérationnels de plus basse fréquence. Là.
Alors, le FPGA, j'ai oublié de le mentionner, roule à 100 MHz. Et le microcontrôleur, lui, roule à 24 MHz. Alors, si vous êtes curieux, le microcontrôleur, c'est un CY7C68013. OK? Alors, c'est ça le microcontrôleur ici. Alors, il y a la partie alimentation ici, avec un convertisseur CC-CC. On lui donne 5 volts et il fournit plus 5 et moins 5, isolé. Mais l'isolation ne compte pas ici puisqu'il le reconnecte à la masse. OK? Mais ils s'en servent de convertisseur pour fournir le moins 5. Alors, c'est un cube comme ça qui est installé, tout simplement. Du côté de l'analyseur logique, c'est très, très simple. On a des entrées ici d'une puce logique. OK? Alors, ce n'est pas une analyse analogique du signal. C'est vraiment des signaux qui sont envoyés dans des entrées numériques pour être ensuite envoyés au microprocesseur. À l'arrière, il n'y a vraiment pas grand-chose à montrer, autre que de l'alimentation ici. Alors, ça tourne autour de ça essentiellement. Bon, tout avait bien commencé, mais ça s'est gâté au fur et à mesure que je testais les fonctionnalités. Comme la vidéo allait s'allonger inutilement, j'ai mis un terme aux essais. Mais il est fort probable que j'aurais trouvé d'autres bugs si j'avais continué. Alors, voici mon appréciation sommaire de l'oscilloscope ISDS 205X. Alors, du côté des plus, c'est définitivement que le boîtier lui-même de l'appareil et les sondes sont bien construits. Ça nous donne une impression de qualité quand même, particulièrement les sondes qui sont bien faites. J'exclus ici les grabbers, les petites pinces pour l'analyseur logique, le rouge et noir, qui, à mon avis, sont de piètre qualité. Alors, il faudra penser les remplacer. Alors, le logiciel qui est multifonction, on peut passer d'une fonction à l'autre, c'est convivial, c'est facile d'utilisation, c'est clair. Les fonctions, les boutons, les menus, on peut dire que c'est quand même bien fait. On peut dire aussi que l'oscilloscope fonctionne adéquatement sur les signaux périodiques, donc les signaux répétitifs, comme quelques ondes, là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien de ce côté-là. L'analyseur logique aussi fonctionne bien, mais surtout particulièrement en mode Saley Logic, là, parce qu'en son mode par défaut, je trouve que ce n'est pas suffisant, mais avec le logiciel Saley Logic d'ajouter, ça fonctionne bien, il n'y a pas de doute. Et il semble bien que la compagnie Instrustar fait des mises à jour pour le logiciel, ce qui est très bien, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des bugs là, qui se fassent corriger avec le temps. Par contre, il y a des choses que j'ai moins appréciées, comme par exemple le fait que le déclenchement soit erratique sur des impulsions, donc des impulsions uniques. Et ça, c'est dû au fait que le déclenchement, le trigger, se fait de façon logicielle et non pas de façon matérielle dans le FPGA. Okay? Alors, c'est une caractéristique inhérente à ce modèle d'entrée de gamme. Il y a aussi le fait, j'ai noté que l'opération semble être limitée jusqu'à environ 15 MHz. Au-delà de 15, 15.3, 15.4, là, l'appareil avait de la difficulté à négocier avec la forme d'onde. Peut-être si j'avais augmenté l'amplitude beaucoup, ça aurait réglé le problème, mais définitivement que c'est limité de ce côté-là. Et il y a de multiples petits bugs logiciels. C'est des irritants du côté de l'affichage qui n'est pas mis à jour, perte de points sur l'écran et parfois même perte complète du signal. À ce moment-là, il faut peser sur le bouton automatique pour que l'oscilloscope refasse une acquisition complète du signal. Alors, c'est un petit peu irritant quand même. Et du côté de l'anglais, c'est baragouiné un peu là, sur l'interface. On sent que ce n'est pas fluide. On utilise des termes un peu bizarres des fois pour décrire les choses. Et même chose dans les manuels disponibles sur le CD ou en ligne. Ce n'est pas un anglais parfait. Et malheureusement, il n'y a pas de support du français non plus. Alors, côté recommandation. Est-ce que j'en fais une recommandation? Bien, pas d'emblée. Cela dépend de votre usage, donc l'application que vous allez en faire, et de votre budget disponible. C'est certain que 108 $ nous achète beaucoup de fonctionnalités, un oscilloscope, un analyseur de spectre, un analyseur logique, un générateur de fonctions, un enregistreur de données, et j'en passe. Bon, si vous êtes prêt à vivre avec les limites que j'ai montrées, et quelques autres sûrement, et aussi avec l'espérance, bien sûr, que les multiples petits bugs logiciels vont être éventuellement corrigés, bien le 205X, ou en fond n'importe quel oscilloscope du 205, peut constituer un bon achat. Mais pour moi, un oscilloscope numérique, quel qu'il soit, doit être capable de négocier correctement avec des événements uniques comme
juste une impulsion, par exemple. Il doit se déclencher facilement sur un événement unique. Sinon, ce n'est pas fiable. Et celui-ci ne le fait pas bien. Donc, c'est un oscilloscope d'entrée de gamme à bas coût. Il faut se le rappeler, je dois l'admettre. Mais pour moi, ça ne rencontre pas mes exigences minimales. Alors voilà, vous comprenez maintenant pourquoi cette vidéo dépasse largement les 30 minutes. Et je n'ai couvert que la surface, il y avait beaucoup d'autres caractéristiques que j'aurais pu étudier. Je souhaite quand même qu'elle vous permette de faire un choix judicieux d'oscilloscope, si vous êtes à la recherche d'un oscilloscope, ou qu'elle vous ait permis d'en apprendre un peu plus sur les oscilloscopes PC bon marché. J'apprécierais votre pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie de votre support et je vous dis à la prochaine.